7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Depuis plusieurs semaines, dans les campagnes, élus locaux et professionnels de la culture sont invités à phosphorer dans le cadre du printemps de la ruralité. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien d'une grande concertation nationale sur l'offre culturelle en milieu rural, lancée fin janvier par Rachida Dati, qui doit livrer ses résultats en avril. Depuis sa nomination, la nouvelle ministre de la Culture le répète à l'envi, l'accès à la culture en milieu rural sera la priorité de son action. C'est l'impensé des politiques culturelles, pour ne pas dire l'angle mort de Paris, estime-t-elle. Est-ce vraiment la priorité des communes rurales? On en parle ce matin avec nos deux invités, Benjamin Cauchy et Sylvain Saragossa. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Quel enthousiasme. Bonjour. Benjamin Cauchy, vous êtes chef d'entreprise et président d'une association de sauvegarde du patrimoine. Et Sylvain Saragossa, vous êtes maire de Chaumontel dans le Val d'Oise. Alors d'abord, Sylvain Saragossa, avez-vous été consulté pour participer à ce grand plan culturel lancé par Rachida Dati ? Pas à ma connaissance. Ah. Bon bah voilà, merci d'être venu dans notre matinale. Non, je plaisante. C'est-à-dire que vous n'avez même pas été sollicité, vous n'avez pas parce que a priori tous les maires sont censés être concernés, participer à ce grand projet. Et vous non. Reste à savoir par quel moyen. Je n'ai pas reçu de courrier, je n'ai pas reçu de documents. D'accord. Voilà, donc ça ne peut peut-être pas tarder. La priorité, mais pas partout. La culture, vous en faites justement une priorité à Chaumontel. Il y a une demande de la part des habitants. Quelles sont les structures, les projets mis en place chez vous ? Oui, bien sûr. La culture a une place extrêmement importante dans notre commune et plus généralement dans pour la France. Nous avons la chance de ne pas être très loin de Paris. Nous sommes à peine 40 km de Paris, donc c'est vrai que pour nous, c'est pas très difficile d'aller au musée ou d'aller visiter un certain nombre de notre patrimoine. Nous avons également sur notre bassin, sur notre territoire, enfin pas très loin, on doit être à peu près à 6 ou 7 km, l'abbaye de Royaumont, qui est extrêmement connue. Nous avons également, nous ne sommes pas très loin de l'Oise, donc nous avons le château de Chantilly. Voilà, donc c'est vrai que nous sommes sur un territoire considéré comme rural, puisque nous sommes une commune de 3400 habitants au nord-est du Val d'Oise, mais il est vrai que il est assez facile pour nous de nous rendre dans certains lieux de culture. Oui, vous n'êtes pas impacté par la distance impossible. Parce qu'en fait, cette fameuse concertation, il y a un site, évidemment, dans lequel vous inscrivez, vous habitez, le cinéma le plus proche de chez vous, le musée le plus proche de chez vous. Vous avez l'avantage au moins d'avoir un patrimoine, des structures, de quoi vous cultivez. À proximité, oui. Nous avons également, au sein de la communauté de communes, sollicité et comment on appelle ça, le Microfolie. Microfolie, donc c'est un service de l'État qui met à disposition, effectivement, ça reste du virtuel, met à disposition donc des écrans et des supports pour pouvoir avoir des tableaux, avoir une approche de la culture et de l'art. Numérique. Moi, je suis assez réservé parce que on n'a pas, lorsque l'on regarde un écran, et d'ailleurs nos jeunes sont suffisamment sur les écrans pour en plus leur montrer des tableaux ou des œuvres d'art sur des écrans, on n'a pas ça reste quand même du virtuel et on n'a pas cette émotion que l'on peut avoir lorsque l'on est devant un chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Donc, mais ça a au moins le mérite d'exister, ça a au moins le mérite de pouvoir effectivement transporter certaines œuvres d'art directement dans des bibliothèques, dans des choses comme ça, pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais on ne remplacera jamais effectivement la sensation que l'on a quand on regarde une belle sculpture, un beau tableau avec l'histoire qui va avec lorsque l'on est dans une pièce où il y a plusieurs œuvres du même artiste,
on a ces évolutions en fonction de ses humeurs, en fonction des années. Donc, on le ressent pas quand on est sur des supports virtuels. Vous craignez que ça devienne la norme, justement, cette culture par l'écran? Cet accès à la culture par l'écran? Je le regretterais. Parce que j'ai effectivement la chance de pouvoir voyager et effectivement, quand vous allez dans certains lieux en Italie, quand vous regardez des œuvres, vous avez quand même cette émotion, vous restez devant, même si vous n'êtes pas un amateur, chevronné, enfin, même si vous n'êtes pas un spécialiste, vous avez quand même cette émotion qui vous posez des questions et vous n'avez pas ce temps lorsque vous êtes devant un écran parce que les images défilent. C'est complètement différent. Benjamin Cauchy, vous êtes président d'une association de sauvegarde du patrimoine. On est dans le thème. En quoi ça consiste? De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'association de sauvegarde du patrimoine. Bonjour à tous déjà. Bonjour Maud, bonjour Monsieur Saragosa. Il me semble qu'on s'est déjà rencontrés dans une vie antérieure. Je suis ravi de vous retrouver. Oui, effectivement, je suis président d'une association de sauvegarde du patrimoine et donc notre mission, parce que finalement, quand on parle de culture en ruralité, il y a plein de choses. J'ai plein de choses à vous raconter. Mais c'est, en ce qui me concerne, c'est la valorisation culturelle de notre ruralité. Donc, on a une magnifique église Saint-Barthélemy. Nous avons des anciens lavoirs. Nous avons une histoire extraordinaire. Nous avons retrouvé un grimoire du XVIIe siècle qui a été retrouvé dans les greniers du presbytère, qui a été complètement rénové par l'ancienne administration de cette association que j'ai repris il y a quelques semaines déjà. Et donc, nous remettons en valeur un grimoire qui a plus de 300 ans. Donc, vous voyez, la culture, c'est extrêmement vague. Oui. La culture en ruralité, pour moi, c'est trois choses. C'est l'accès à la culture. Là, je crois que Monsieur Saragosa l'a dit dès le début. Il y a ou non des problèmes de mobilité. Il y a la valorisation culturelle dont je vous ai parlé. Et puis après, il y a un autre thème qui là était peut-être un peu plus touchy, qui est la création culturelle en ruralité, ou en tout cas la création culturelle autour des spécificités régionales et de la culture régionale, qui mérite aussi d'être valorisée. Donc voilà un petit peu pour moi ces trois grands axes qu'il convient de mettre en valeur. Ça m'amuse quand j'entends Rachida Dati qui parle de la ruralité, parce que lorsqu'elle a été nommée ministre de la Culture, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai envoyé un tweet en disant félicitations Rachida Dati, je suis ravi que vous puissiez sortir de Paris et vous rendre compte que la culture dépasse le périphérique. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle a lu ou qu'elle nous a entendus. Je suis impatient de savoir ce qu'il y a réellement derrière ce diagnostic qu'elle est en train de réaliser, parce que derrière, il y a beaucoup d'attentes. Mais il faut aussi être en capacité de maîtriser les deniers publics et on ne peut pas partir dans des folies culturelles sans penser à la dette abyssale que nous avons dans notre pays. Ouais. Alors on poursuit cette conversation, Benjamin Cauchy, Sylvain Saragossa, juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Benjamin Cauchy, vous exprimiez votre hâte de savoir ce qui se cache derrière cette grande consultation. Pour vous, c'est une bonne idée? Ça présage des aides dont vous pourriez bénéficier, vous, en tant que président d'association de sauvegarde du patrimoine, par exemple? Alors, j'ai tout de suite enlevé le mot aide, Maud, si ça vous dérange pas de votre vocabulaire, pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas persuadé que la culture doit obligatoirement vivre de dépenses publiques et d'argent public. En revanche, ce qui est certain, c'est que le rôle de l'État est d'être un facilitateur. Alors, ça peut être à un moment donné un facilitateur financier, ça pourrait être surtout un facilitateur administratif. C'est plutôt en ce sens-là que j'attends des annonces de la part de Rachida Dati. Quand je vous parlais d'accès à la culture tout à l'heure, moi j'habite dans un village qui est à un quart d'heure de Toulouse, donc j'ai la chance là en vous parlant de regarder, je vois les Pyrénées légèrement enneigées et je peux vous assurer qu'il sera 20 degrés aujourd'hui. J'ai fait aussi mon flash météo. Plus sérieusement, j'ai la chance d'être à proximité d'une métropole et donc l'accès culturel pour les gens des campagnes environnantes, ce n'est pas véritablement un problème d'accès. C'est sans doute pour beaucoup
un problème de moyens. Et là, pour le coup, si on part dans des considérations où le pouvoir d'achat impacte l'accès à la culture, on fera plus rien. Donc, je vais mettre de côté techniquement cette question du pouvoir d'achat et du coût de la culture, mais plutôt parler de ce qui est déjà fait dans les villages. Je vais pas parler de l'accès aux grandes salles de Kinépolis et autres des agglomérations, mais plutôt vous dire que dans notre village, par exemple, nous avons un Cinestar qui propose 6 à 8 films par mois. Notre association organise des concerts, réédite un livre, par exemple, avec des vieilles cartes postales du 19e siècle pour transmettre. La culture, c'est la transmission, c'est la valorisation de nos racines. Et lorsque vous avez des centaines de personnes d'une même petite commune de 3000 habitants qui se retrouvent à regarder comment les rues étaient il y a 150 ans, comment les fêtes d'école étaient il y a plus de 100 ans, comment la fête de la moisson se déroulait dans la commune et que c'était une véritable, comment dirais-je, institution, on se rend compte que cette culture ancestrale, cette culture de la ruralité s'est estompée justement au profit de cette facilité d'accès pour aller voir le dernier Dune 2, pour aller voir Vaincre ou mourir. D'ailleurs, il a fallu que j'aille très loin pour aller voir ce film, mais quoi qu'il en soit, c'est je pense, l'angle sur lequel Rachida Dati ne doit pas se tromper. La culture en ruralité, ce n'est pas avoir des forfaits pour aller au grand complexe cinématographique à une demi-heure de chez soi, c'est aussi valoriser la culture existante. Et puis alors là, c'est le cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, c'est comment participer ou favoriser la création culturelle. Ouais. Alors, on pourrait mettre quelques bobos dans une belle salle, en train de réécrire une pièce, vous voyez ce que je veux dire, très minimaliste, très conceptuel. On peut aussi se dire on peut aussi regarder dans le rétroviseur et regarder quels étaient les grands événements culturels qui jalonnaient un petit peu notre pays il y a encore quelques dizaines d'années, notamment en région. Et là, c'est la culture régionale. C'est la culture régionale. Je vous parle des férias de Bayonne, évidemment que ça vous parle. Je vous parle des corridas de Biterroise à Béziers, bien évidemment que ça vous parle. Vous avez les fêtes des champignons en Cantal. Enfin bref, j'exagère un peu en disant ça. Mais on n'a pas besoin d'avoir des gauchistes à écharpe rouge dans des salles obscures pour faire de la culture. Et donc, j'invite véritablement Rachida Dati à se pencher aussi dessus et pas seulement avec une facilité financière. Sylvain Saragossa, à Chaumontel, il y a des traditions, une culture, une identité particulière que vous valorisez ? Alors, nous, pour revenir sur effectivement la commune de Chaumontel, on est une petite commune de 3400 habitants. Comme je l'ai dit, on est proche de Paris, mais on est considéré comme une commune rurale. Donc, nous n'avons pas, à part, bien entendu, le carnaval ou les choses comme ça, nous n'avons pas d'anciennes traditions, puisque en étant en région parisienne, nous avons perdu énormément d'agriculteurs, parce que nous avions un certain nombre de fermes sur la commune. Et donc, comme le disait M. Couchy, il y avait effectivement des organisations qui se faisaient autour de la moisson, des fêtes ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est terminé. Nous sommes en banlieue parisienne, même si nous sommes en plus grande banlieue. Mais voilà, donc tout ça, c'est perdu. Nous, ce que l'on essaye de faire, c'est qu'on essaye effectivement, au fur et à mesure, de remettre un certain nombre de manifestations et de festivités de façon à éviter qu'on soit, qu'on vienne, ou en tous les cas, éviter qu'on soit une ville dortoir. Donc tout ça, ça remet du lien et ça remet effectivement je ne vais pas dire c'est pas forcément une culture, mais disons que on a des manifestations qui font que on a un certain nombre de personnes qui reviennent et qui s'emparent de l'identité de Chaumontel, une nouvelle identité forcément. Ouais. Sylvain Saragossa, à écouter la ministre de la Culture Rachida Dati, on a le sentiment que la ruralité a effectivement été oubliée, mise de côté. Cette initiative, vous la recevez comment ? Alors, vous n'avez pas été consulté, ce que vous nous disiez tout à l'heure, mais pour vous, c'est un acte politique lié à l'actualité, à la révolte des paysans, c'est une espèce d'effet de mode, ou ça répond à une véritable demande, à un besoin exprimé par les maires ? C'est quoi, Sylvain Saragossa, cette initiative pour vous ?
Alors, ça ne peut être qu'une bonne initiative dans le sens où on doit promouvoir la culture, et quelle qu'elle soit, hein, encore une fois. Donc ça part plutôt d'un bon sentiment. Après, mais ça c'est mon avis, ce gouvernement-là surfe un peu sur comment je pourrais vous dire ça, sur les événements. Oui. Voilà. Au fur et à mesure qu'il y a un événement, bizarrement, il y a en contrebalance une initiative. Euh, quand elle est bonne, il faut la saluer. Donc, en l'occurrence, tout ce qui peut promouvoir la culture, c'est une bonne chose. Après, il faut aussi démocratiser la culture et que ce soit la culture musicale, la culture artistique ou des choses comme ça. Donc, nous avons effectivement un grand nombre d'associations et c'est là un petit peu notre force. Nous avons plus d'une trentaine d'associations sur notre commune qui ont déjà pris, je dirais, ont déjà comblé ce manque pour certains territoires. Donc voilà, donc on a effectivement une association qui propose des initiations au théâtre, à la musique, à la danse. On a voilà, donc tout ça participe justement à ce que la culture reste et se développe dans les territoires ruraux. Euh, après, nous avons des difficultés comme, enfin, oui, comme commune rurale, c'est effectivement la possibilité d'emmener des enfants, par exemple, pour découvrir un certain nombre de choses. Par exemple, bon, la musique, on a beau dire, mais il faut que, enfin, en tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est que les enfants puissent avoir l'expérience de tout type de musique. Bon, ils ont, par le biais de la radio, par le biais des podcasts, des choses comme ça, leur préférence, mais il faut quand même qu'on leur fasse écouter aussi autre chose, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Ils n'iront pas d'eux-mêmes écouter, par exemple, de la musique classique, la musique symphonique, des choses comme ça. Ouais. Ne serait-ce qu'au moins une fois. Je pense qu'il faudrait privilégier les classes pour qu'au moins ils puissent l'écouter au moins une fois. Et peut-être que le nombre d'enfants, 30, 40, 30 par classe, par exemple, eh ben peut-être qu'on en aura peut-être un, deux, trois, peu importe, qui sans ça, n'aurait pas eu la possibilité de l'écouter, n'aurait pas pu effectivement avoir cette expérience-là. Et peut-être que ça les orienterait vers peut-être la musique, les instruments, enfin voilà. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on œuvre. Plus de Mozart, moins de Aya Nakamura. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Sylvain Saragossa, vous étiez au meeting de Reconquête dimanche. Oui, exact. Et justement, Éric Zemmour a passé à un moment une pièce de Mozart pendant ce meeting. Oui. Ça a valu un silence assez impressionnant. Vous l'avez vécu comment, ce moment ? Alors, ce moment, je l'ai ressenti comme une pause dans ce monde, ou en tous les cas dans cette actualité anxiogène et chargée. J'ai trouvé que c'était un moment extraordinaire et c'était léger. Et il y avait effectivement ce silence dans le parc des sports. C'était vraiment remarquable. Et plus généralement, le discours également était très bien. On a parlé d'Europe, enfin, il a parlé d'Europe, de la grandeur de l'Europe, avec, comment dirais-je, les grandes personnalités qui ont fait ce que l'Europe est maintenant. Quand je dis ce que l'Europe est maintenant, c'est les personnalités qui ont forgé l'identité de l'Europe, ça. Exactement, tout à fait. Parce que, sincèrement, l'Europe, au début, a quand même donné naissance à des grands noms, donc des grands inventeurs, à des artistes. Et c'est vrai que ça a été un moment que j'ai trouvé assez remarquable. Assez remarquable, il faut le dire. Benjamin Cauchy, je vous sens
Je vous vois dodeliner. Non, moi dimanche après-midi, j'étais dans une jardinerie, Maud. Ah. Et pour autant, ça ne m'empêche pas d'écouter Mozart régulièrement. Non, mais sincèrement. Alors, en revanche, ce que je voulais vous dire par rapport à cette nécessité de culturelle en ruralité, c'est qu'il va falloir s'appuyer, monsieur le maire l'a déjà un peu évoqué, c'est sur le tissu associatif et sur le maillage et le tissu scolaire. Parce que finalement, ce sont deux catalyseurs de la jeunesse, et pas seulement de la jeunesse. Quand on parle de culture et l'accès à la culture, c'est pas parce que on a moins de 15 ans qu'on est prioritaire par rapport à une octogénaire qui, justement, grâce à la culture, pourrait permettre de recréer du lien social et de vivre plus longtemps. Moi, j'avais un exemple et une initiative qui a été prise par Alexandre Jardin, dont j'avais envie de vous parler. Alexandre Jardin, qui est un écrivain, qui a écrit Le Zèbre il y a 25-30 ans et qui a émergé là-dessus et qui aujourd'hui affûte sa plume régulièrement pour appeler à plus de culture. Et il a lancé une grande initiative qui est, avec son livre Lire pour les nuls, essayer de développer, de trouver des mécanismes, des idées, des astuces pour faire en sorte que le livre soit le vecteur culturel par excellence partout dans le territoire. Ça coûte cher de déplacer un écran de 4 mètres par 3 mètres, monsieur le maire, pour faire, par exemple, l'été, une diffusion d'un film sur la place publique. Ça coûte extrêmement cher. En revanche, travailler avec l'associatif et le scolaire et mettre en place, par exemple, des prix, remettre des prix d'excellence pour les bons élèves et leur offrir des livres. Essayer vraiment de faire en sorte que le livre soit le meilleur vecteur. Alors, quand on regarde un peu les ventes de bouquins en ruralité, grâce à Amazon, on dit les choses, ou les ventes en ligne, ou alors dans les grandes surfaces spécialisées ou dans les petites librairies qui subsistent, c'est le manga, c'est la bande dessinée qui fonctionne le plus auprès du public jeune. Et c'est vrai je crois qu'il y a 40% des bouquins qui sont issus de ce type-là. Moi, j'ai aucun problème avec le manga, ni avec la BD, parce qu'à partir du moment où l'enfant ou l'adulte a un livre entre les mains, on a déjà fait passer la moitié du chemin qui est celui d'abandonner l'écran. Donc pour moi, c'est déjà une première bonne étape. Et pour cela, je pense qu'en ruralité, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à moindre coût. Et là, je lance un appel à tous les éditeurs qui pourraient nous écouter ce matin. Mon association serait ravie de recevoir quelques lots qui nous permettront de mettre en place un prix du livre dans notre commune en maillage avec les collèges de façon à valoriser les élèves qui auront la meilleure note en histoire, géographie. Voilà, vous savez exactement où je veux aller avec mon idée. Mais c'est vraiment ça, vous voyez, ce sont des petites initiatives qui font que l'on va mettre la graine de la culture, sans filer trop cette métaphore avec la crise agricole, mais il faut qu'on mette cette petite graine de la culture dans l'esprit de nos jeunes pour que jamais ils ne soient conditionnés à ce qu'on leur donne à réfléchir, à ce qu'on leur donne à voir. Et donc, c'est vraiment ça. Pour moi, la culture et le livre, c'est garder son libre arbitre. Tant qu'on sait lire, on peut penser. Tant qu'on peut penser, on peut rêver, on reste libre. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est peut-être un appel fort ce matin que j'ai envie de vous lancer. Mais si on veut remettre de la culture sur tout le territoire, redonnons un bouquin dans les mains de nos enfants. Mais l'appel est passé. Benjamin Cauchy, il y a aussi le sujet des déserts médicaux. Le nombre de médecins généralistes diminue en raison des nombreux départs à la retraite, notamment du refus de certains de vouloir s'installer en zone rurale. Vous trouvez que ce sujet est suffisamment traité ? Je crois qu'en fait, il a été maltraité dès le début, c'est-à-dire que la suppression du numerus clausus a mis énormément d'années à arriver. Et donc aujourd'hui, quand on entend le gouvernement et même les opposants, effectivement, il y a un certain délai d'attente avant que nous ayons suffisamment de médecins. La question subsidiaire en ruralité, c'est de se dire, doit-on imposer à des étudiants futurs médecins de se localiser en ruralité ? Aujourd'hui, les médecins, comme tous, aspirent à une vie de quiétude. C'est fini le médecin de campagne qui faisait 80 heures par semaine avec sa 4L, qui traversait partout, qui ne dormait jamais, qui était là pour tout le monde. C'est fini. Maintenant, les médecins, ils font 35-40 heures. Ils sont dans des cabinets à plusieurs. Ils aspirent à une qualité de vie personnelle aussi importante que leur qualité de vie professionnelle. Et donc, au-delà du désert médical que cela peut générer, du manque d'effectifs, c'est aussi un autre état d'esprit qu'ont les médecins. Moi, je trouve qu'il y avait des bonnes idées qui étaient celles, par exemple, par des collectivités locales, d'embaucher des médecins. Ouais. Voilà.
On va pas imposer à des étudiants de venir s'installer, mais par exemple, je sais qu'il y a le département de la Côte d'Or, me semble-t-il, de mémoire, qui avait recruté quelques dizaines de médecins, de manière à pallier à ce manquement médical. Donc, c'est une priorité. Encore une fois, il y a des distensions selon les régions. Moi, je suis en Haute-Garonne, j'ai la chance qu'il y ait un cabinet médical. Honnêtement, on n'a pas à se plaindre dans mon petit village, mais dans le village qui est juste à côté, que je vois depuis ma fenêtre, je vois le clocher de Saint-Jean-l'Herbe. À Saint-Jean-l'Herbe, il n'y a rien. Ouais, voilà. Ouais. Donc à Saint-Jean-l'Herbe, quand vous avez une voiture, c'est pratique. Vous venez dans mon village. Quand vous êtes octogénaire, vous n'avez pas de voiture, l'accès à la santé devient un véritable problème aussi. Donc encore une fois, c'est un peu l'accès aux soins, c'est comme l'accès à la culture. Les communes ont la possibilité d'accueillir des structures médicales, culturelles sur leur commune. Et donc, dans ces cas-là, vous avez une zone de chalandise qui peut être servie et couverte. Ou alors, c'est la mobilité. Ouais. C'est l'accès à la mobilité de manière à pouvoir accéder aux médecins. On peut comprendre qu'il n'y ait pas un cardiologue dans tous les cantons de France. Je veux dire, c'est pas rationnel, c'est pas financièrement rationnel. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est cet équilibre. Et pour le coup, là, temporairement, en attendant que le numerus clausus, qu'on dirais-je, éclot et qu'on ait suffisamment de médecins sur le territoire, je crois que là, pour le coup, les pouvoirs publics peuvent prendre à bras le corps et se dire, allez, pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans, on embauche des médecins. Ouais. Voilà, pour moi, c'est ça. Sylvain Saragossa, vous êtes touché, vous, par cette pénurie de médecins ? Alors, nous avons la chance d'avoir un pôle médical à Chaumontel qui est assez bien doté. Donc, nous avons des médecins généralistes, nous avons même des urgentistes, puisque nous avons quatre urgentistes qui proposent des consultations jusqu'à très tard, jusqu'à 11 heures le soir, y compris les week-ends. Donc, nous avons des kinés. Nous sommes non pas nous plaindre, mais il est vrai que il faut regarder un peu plus loin, et on a effectivement certains médecins qui vont dans les 5 ans à venir partir en retraite, et c'est là où il va y avoir une difficulté. C'est effectivement de pouvoir les remplacer, puisque, comme l'a dit Monsieur Cauchy, le problème est national, c'est-à-dire qu'il en manque partout. Et donc, du coup, il faut pouvoir les attirer. Donc, c'est un réel problème. On s'en préoccupe. Donc, je dirais que pour l'instant, on n'a pas sur les professionnels de santé classiques, généralistes. Bon, il en manque toujours, mais disons qu'on n'est pas dépourvu. Mais effectivement, dans les 5 prochaines années, il va falloir quand même que l'on essaye d'attirer d'autres médecins. Bon, on a quand même un avantage, c'est qu'on a un pôle médical, donc comme le disait effectivement Monsieur Cauchy, les médecins aiment bien maintenant être en relation avec d'autres professionnels et pouvoir effectivement s'appuyer sur des collègues. Donc ça, c'est effectivement l'avantage que l'on a. Mais on est effectivement vigilant. Ouais, Benjamin Cauchy. Ouais, dernier petit point par rapport à la médecine en ruralité. Je suis chef d'entreprise, mais je suis assureur spécialisé en santé, donc je peux en parler un petit peu. Oui. Je peux vous assurer qu'il y a un développement extraordinaire de ce qu'on appelle la téléconsultation. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Je pense à des consultations dermatologiques ou à des simples consultations pour un rhume, entre guillemets un rhume, ou pour certaines petites pathologies. La téléconsultation se fait extrêmement bien et ça permet véritablement à des gens qui ont un problème de mobilité, parce qu'encore une fois, la ruralité, c'est un problème de mobilité aujourd'hui, dans l'accès aux services de façon générale. La téléconsultation est une bonne alternative. Autant regarder une pièce de théâtre à la télé, je trouve ça débile, mais si on peut avoir accès à un médecin, tout ce qui est de plus qualifié, hein, évidemment, c'est quelque chose de plutôt pertinent. Mais d'ailleurs, il y a des cabines de téléconsultation qui sont soit mises à disposition par des cabinets médicaux qui, entre guillemets, ont un 3e médecin virtuel dans une pièce, ou alors vous avez carrément des collectivités locales qui investissent dans des appareils de téléconsultation en accord avec les organismes paritaires, tels que vous avez la MSA, vous avez la Sécurité sociale, le RSI. Bref, vous avez des instances qui sont prêtes à œuvrer dans ce sens-là. Voilà.
Eh bien, merci Donc beaucoup. C'est une piste aussi, on ne peut pas non plus pleurer tout le temps et dénoncer la nouvelle technologie. Elle peut avoir du sens. Ah oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Benjamin Cauchy, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et président d'une association de sauvegarde du patrimoine. Sylvain Saragossa, vous êtes maire de Chaumontel dans le Val d'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Courtoisie. À très bientôt.